belle robe vermeille, c'est un Bordeaux. Goûtez-moi ça. Je ne bois pas d'alcool, merci. Quelle drôle d'idée. Nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander, c'est le Beaujolais. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. J'ai trop un goût de pomme. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Bonjour à tous, c'est Luc Geoffrey de la chaîne YouTube Vinstache, une chaîne de vulgarisation sur cet univers, ma foi, fort fascinant, bien qu'un bras élitiste qu'est le vin, et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Podstache. Alors, le Podstache, pour ceux et celles qui nous découvriraient en cette rentrée, c'est quoi ? Eh bien, c'est très simple. Pour chaque épisode, Charles Emerick, présentement devant moi et que je vais bientôt saluer, nous présente deux pépites, un vin blanc, un vin rouge. On en parle autour d'un verre et on vous propose d'acquérir ces deux vins sur Vinstache la boutique, www.vinstache.com. Charles, comment vas-tu après cet été caniculaire et ces vacances que tu as passées ? Eh ben, bonjour Loïc, bonjour à tous, je vais très bien. Le boulot a été repris tranquillement. De façon intense, mais tranquillement. Voilà. Et toi, tu vas bien ? Bah écoute, oui, ça va plutôt bien. Je suis ravi de te retrouver pour un nouvel épisode. D'autant qu'en plus, aujourd'hui, on va aller dans des destinations exotiques, n'est peut-être pas forcément le bon terme, mais un peu éloignées de la France. Avant de nous lancer, je me permets de faire un petit rappel de bonne loi. Nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast, puisque présents sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Podcast Addict, ainsi que sur Ocha. Concernant Apple Podcast et Spotify, je sais que vous avez la possibilité de nous mettre des avis dessus et notamment de lâcher des 5 étoiles. Donc si vous pouviez le faire, ce serait absolument génial pour le référencement. Voilà, je crois que j'ai fini de faire mon marchand de tapis. Et du coup, on va pouvoir passer tout de suite avec le vin blanc. Ah non, mais pas du tout, je bois pas un verre de vin, je bois 6 verres de vin. Ça s'appelle de la dégustation et c'est très classe. Gouléant, puissant en bouche avec des arômes de framboise. Alors, Charles, pour cette grande rentrée en vin blanc, où est-ce que tu nous emmènes ? Alors, on va voyager un petit peu, alors pas très loin, mais quand même. On va aller en Autriche. Une grande première pour le Podstache, un vin étranger. Exactement, on va aller en Autriche, qui est un pays historiquement viticole. En France, on a un grand pays viticole, mais l'Autriche également. Alors, l'Autriche, si on pouvait comparer avec la France, il y a moins de diversité, surtout en termes de climat. Ils n'ont pas la mer, donc ils ne peuvent pas avoir des vins de type Bandol avec une grosse influence maritime. En revanche, ils ont des terroirs fantastiques qui se prêtent vraiment bien au vin. Eh bien justement, je vais pas te mentir, quand tu m'as dit qu'on allait faire un vin autrichien, c'est pas forcément le pays que je maîtrise le plus, donc je suis allé un peu fouiller et m'enseigner. De ce que j'en ai lu, pays, comme tu disais, avec une tradition viticole ancienne, qui aurait commencé en 300 avant Jésus-Christ. C'est les Celtes qui auraient amené la vigne, mais comme dans la plupart des vignobles européens, c'est les Romains qui l'ont développé, bien évidemment. Pays notoirement connu pour ses vins liquoreux, puisqu'apparemment c'est en Autriche qu'on aurait retrouvé les plus vieilles traces au monde de vins liquoreux. Ah oui, alors ça c'est vrai, il y a une tradition des vins liquoreux, alors surtout à l'est du pays. De toute façon, la quasi-totalité des vignobles sont concentrés à l'est du pays. Alors oui, on a quand même, c'est un peu partagé, on a quand même un peu à l'ouest, mais oui, la concentration est vraiment à l'est. Alors quand on parle des sucres, on est vraiment sur l'est proche Hongrie. Oui, vers le Burgenland. Voilà, notamment, et toute cette région qui est proche Hongrie et Slovaquie dans ma mémoire. Voilà. La Hongrie également a cette tradition de vin très sucré. C'est pas pour rien. En fait, c'était une zone géographique, parce que il y a eu des frontières qui ont été créées après. Une zone géographique qui a cette tradition de vin sucré. Qui date, je suppose, de l'Empire austro-hongrois. Pas la preuve, mais je suppose que. Voilà. Mais une grande ellipse temporelle plus tard nous amène dans les années 80, où l'Autriche est malheureusement fait connaître de manière assez négative. Suite à de mauvaises récoltes, des producteurs ont eu une idée assez peu ingénue qui était de couper les vins liquoreux avec du diéthylène de glycol pour donner plus de corps et répondre à la demande allemande, sauf que manque de bol, ils se sont fait gauler et les exportations ont chuté de 90%. Et suite à cet immense scandale, le vignoble s'est réorganisé et s'est tourné vers la qualité. Et aujourd'hui, des chiffres que j'en ai, c'est un peu plus de 40 000 hectares, donc en gros l'équivalent du vignoble du sud-ouest qui représente la surface viticole autrichienne. Voilà.
et qui se répartissent avec 3-4 grandes régions que sont la Styrie, le Burgenland dont on parlait avant, la région de Vienne ainsi que la Basse-Autriche. Voilà. C'est grosso modo de ce que j'en ai. Je vais pas jouer le bonhomme parce que je suis pas un grand connaisseur du pays, comme je le disais. Par contre, s'il y a bien une personne en qui j'ai entièrement confiance, c'est en toi, puisque c'est toi qui m'avais fait découvrir les incroyables vins de la région de Wachau et notamment de Nikolaïov. Ah oui. Le Riesling que tu m'as fait découvrir au bar à vin, c'était... Alors malheureusement, on peut pas le faire sur un pot stash. Il y a quasiment pas de volume. Alors, c'est pas forcément une question de volume, c'est une question aussi de tarif. Ah oui. Mais c'est des vins à 45-90 euros facile. Voilà, on est dans vraiment le haut du panier de l'Autriche. En revanche, on atteint des niveaux de vin incroyables. Nikolaïov, il fait des élevages de 10 ans en fût. Ah oui. Voilà, notamment. Ouais. Voilà. Donc, et en fait, ça coûte très très cher et c'est un peu au compte-goutte. Alors, c'est des petites quantités, mais si vous avez l'occasion un jour de goûter à Nikolaïov, alors c'est très peu répandu en France, on en trouve dans les étoilés de temps en temps, etc. Ou dans ma cave, grâce à toi. Ah oui, j'ai peut-être... Tu m'en avais vendu. Ah, tu as une belle chose dans ta cave. Alors. Tu regarderas derrière la bouteille, en fait, c'est marqué le temps qu'il a laissé en fût. Ah. Donc ça peut être 60 mois, 72 mois, ce qui est extrême. Hein. En France, très très peu de personnes font ça. Bah ouais, même les vins jaunes, c'est 6 ans et 3 mois. Donc, ouais, les vins jaunes, c'est fait exprès. Oui. Tandis que là, on n'est pas du tout sur un caractère oxydatif. Oui. C'est vraiment... on n'a pas du tout l'impression que c'est un long élevage. Et du coup, aujourd'hui, on n'est pas chez Nikolaïov, mais on est chez qui? On est dans quelle région? Voilà, qu'est-ce que tu nous présentes? Alors, on est dans la région de Wagram. Alors Wagram qui a été connu pour la bataille de Napoléon, hein, Cocorico. Qui n'est pas qu'une station de métro parisienne, pour nos Parisiens qui nous écouteront. Alors c'est une station de métro parisienne parce qu'il y a une victoire française là-bas, sous l'ère de Napoléon. Bah tu me l'apprends. Voilà, et alors j'ai oublié la date, mais je crois que c'est 1809 ou quelque chose comme ça. Voilà. Il faudra regarder. Donc victoire française donc du coup ça est connu en France un peu pour ça et c'est une région qui est à côté de Vienne, sur le côté ouest de Vienne. Alors on reste quand même sur l'est du pays, mais à l'ouest de la capitale. Mais voilà, on est vraiment côté ouest de Vienne. Alors c'est un vignoble qui s'étend sur 2500 hectares. Pour schématiser, c'est un peu plus petit que Châteauneuf-du-Pape. Ouais. Voilà. Et c'est un vignoble qui est très connu pour un cépage en particulier blanc qui s'appelle le Grüner Veltliner. Voilà, un cépage qui m'a toujours fasciné parce qu'on n'en a pas en France. Et à chaque fois que j'ai goûté des Grüner, voilà, je dis Grüner parce que c'est le diminutif du Grüner Veltliner, voilà, qui en français est traduit par le Veltliner vert, voilà. Voilà, alors ça je l'apprends. C'est vrai que en dégustation dans le monde du vin, il n'y a pas de traduction vu que le cépage n'existe quasiment pas en France. Oui, je te le disais en off, mais il y a David Large dans le Beaujolais qui s'est amusé à en planter il n'y a pas longtemps suite à une dégustation à Berlin. Bah oui. Alors c'est vrai que c'est des vins. Alors le Grüner Veltliner, c'est un vin un peu passe-partout. Enfin, c'est des vins qui peuvent être passe-partout. Ça veut dire que on peut faire des vins de soif, des vins légers, fruits, gourmands, faciles. Et on peut faire des très grands vins avec, mais vraiment très grands. Quand c'est planté sur des gros terroirs, sur des coteaux, on peut avoir des vins avec une densité, une profondeur et une minéralité incroyable. Donc voilà, c'est un peu le cépage parfait. Après, c'est souvent aussi des vins qui sont difficiles. Enfin, c'est un cépage qui est aussi difficile à travailler quand on veut faire de la qualité. Donc c'est toujours un peu la même chose. C'est quand c'est des cépages qui sont fruités, gourmands, pour arriver à les sublimer, il y a du travail. Eh bien, justement, comme on est sur la partie cépage, forcément, je ne vais pas mentir, je ne suis pas le plus grand connaisseur du Grüner, du Veltliner Grüner, et forcément, je suis allé voir mes ouvrages de référence, donc le dictionnaire encyclopédique des cépages, avec Pierre Gallet, qui, en tant que bon français, pour le coup, était, tu vois, pas forcément ultra enthousiaste. Il disait, cépage de cuve peu fertile, qui serait un croisement entre le savagnin et un obscur cépage au nom de Saint-Georgen.
Je ne sais pas si je le prononce correctement. Par contre, du côté des Anglais, Jancis Robinson, dans son Wine Grapes, était plus enthousiaste, elle, pour le coup, le caractérisant de, un peu que ça rejoint ce que tu disais, de variétés très fruitées à petites baies de raisin, qui est très polyvalent, puisque pouvant donner des petits vins de plaisir aux notes de pêche, de fruits, de poivre blanc avec beaucoup de fraîcheur, tout comme de grands vins de coteaux qui allieront puissance et concentration. Donc c'est un peu, elle rejoint justement ce que tu nous en disais juste avant. Et du coup, quel producteur, qui est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Alors, dans la région de Wagram, il y a environ 300 vignerons sur 2500 hectares. Là, je suis parti sur un domaine qui s'appelle Fritsch, qui est un domaine qui fait environ 25 hectares en biodynamie. D'accord. Donc voilà. Tout ce qui est l'écologie dans le monde du vin est très important, donc c'est vrai que j'essaye de cibler des vins qui respectent un peu la nature. Et donc du coup, Fritsch, c'est un peu le domaine parfait pour moi, ce qui fait des vins de terroir tout en ayant des prix accessibles et raisonnables. Donc, est-ce que c'est un peu un Jaboulet du coin, si alors je peux dire, non, ça serait plutôt je voulais dire un chapoutier du coin. Non plus. Ça serait plutôt un petit domaine familial. D'accord. Qui essaye de travailler bien, en respect avec la nature, tout en ayant des prix corrects. D'accord. Voilà. Donc voilà, je suis parti sur ce domaine dans la région de Wagram, en biodynamie. Donc 100% Gruner Veltliner. Très bien. Voilà. On sera sur le millésime 2020. D'accord. Eh bien écoute, je pense qu'on a déjà fait un joli petit tour d'horizon pour décrire. Et je propose qu'on passe à la dégustation. Ouais, on étayera la présentation dans la dégustation. Avec grand plaisir. Donc Charles, tu nous disais petit erratum ? Ah oui, c'est 2021. Voilà. J'avais imaginé 2020 dans ma tête, mais en fait c'était 2021. Particularité de beaucoup de vins étrangers, ils sont modernes, donc du coup ils sont moins chauvins que nous. Oui. Voilà, pour un peu critiquer l'esprit français traditionnel. Ils sont équipés d'un bouchon à vis. Alors, j'adore les bouchons liège, les vins où on ouvre la tradition. En revanche, j'adore aussi le bouchon vis. Oui. On n'a pas de goût de bouchon, donc déjà... C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais puis même en vieillissement, c'est génial. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus répandu en France. Enfin, si, je sais, parce que la tradition viticole. On vendrait moins de vin aux particuliers. Le particulier est vraiment très attaché au bouchon liège. Alors, ce qui est compréhensible dans une image de tradition. Oui, de tradition. Après, c'est vrai qu'il y a un besoin aussi de former les gens, enfin de faire comprendre aux gens que en fait, le bouchon vis, c'est pas grave, et au contraire, ça peut être mieux pour la qualité du vin. Ouais. Alors, il y a un domaine emblématique des Côtes du Rhône-Nord qui fait ses Crozes Hermitage en vis et en liège. Ouais. Liège réservé pour le particulier. Non, pour le marché français. Ah, d'accord. Et qui fait tout le reste en capsule à vis. Et tout le reste en capsule à vis. Et moi, quand je lui faisais une commande, je lui demandais si je pouvais pas avoir des capsules à vis. Justement. Ah ouais. Il n'y a pas des soucis de Marianne ou de je sais pas quoi ou... Ah bah ça après, maintenant ça commence à être dématérialisé et facile. Donc du coup oui c'est possible. Bah, si c'est prévenu d'avance c'est facile. Mm-hmm. Voilà. Donc petite démonstration du bruit du bouchon à vis. Voilà. C'est pas beau ? J'espère que vous l'avez bien entendu. Je l'ai bien entendu dans mon casque, t'inquiète. Parfait. Donc voilà, et on peut passer à la dégustation du coup. Tout de suite. Allez, je me lance. Premier nez, effectivement, je trouve très fruit blanc. Ouais. Et déjà, je trouve une belle amertume au niveau du nez. En première impression, vraiment, quand j'ai mis le nez dedans, et premier sentiment. Alors moi, j'ai aussi un côté très, très agrume, citronné, citron vert. Mm-hmm. Ça envoie le signal d'acidité au nez. Ouais. Donc ça me fait déjà saliver. Ah oui. Alors ça, moi, j'adore. C'est que quand ton vin blanc, tu le sens et que tu salives et que ça te donne envie de le boire. Ouais, parce que là, il est 9h30, ça me donne faim, je te le dis. Ah bah, pareil. Petit commentaire sur la bouteille. Alors, c'est une bouteille alsacienne. La flûte, effectivement. Voilà, à flûte.
qui a plusieurs indications, le côté bio, toutes les dénominations du vin. Il y a aussi quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément en France. Et eux, ils ont sur les bouteilles un symbole de sécateur qui montre que les vendanges ont été manuelles. Voilà. Et ça, on n'a pas ça en France. C'est vrai. C'est encore trop, c'est encore trusté par les lobbies, hein, évidemment. Le vigneron peut mettre vendange manuelle, hein, mais on n'a pas encore entre guillemets de label pouvant dire voilà, c'est un vin fait en vendange manuel. Et je vois qu'il y a aussi marqué Trocken, donc un peu à l'instar du système allemand, ils ont ce système aussi de Trocken, Spätless, alors etc. oui et non. Je me permets de faire une petite parenthèse. Ce système, c'est en fonction du nombre de sucres résiduels, si je dis pas de bêtises. Exactement. Trocken, Spätless, etc. En Alsace, pour vulgariser. Spätlese Trocken, Auslese, Trockenbeeren Auslese. On est sur des en gros niveau de sucre, niveau de maturité. Là, concrètement, Trocken, ça veut dire sec. Voilà, c'est la traduction, ça veut dire sec. Donc en gros, le vigneron nous dit juste que c'est un vin blanc sec. Tandis qu'en Allemagne, il faut quand même connaître les dénominations. Ouais. Parce que quand c'est marqué Trocken, ça ne veut pas forcément dire que c'est sec. C'est bizarre. C'est le système allemand. Bon, le système allemand, il faut le connaître un petit peu. On m'a toujours dit que dans leur tête, c'était très logique, mais c'est vrai que dans notre esprit français, c'est plus compliqué. C'est exactement ça. Alors déjà, le problème, c'est que même en faisant les traductions, en fait, tu comprends pas. Ouais. Enfin, tu comprends quand t'en as bu, tu commences à en boire plein, mais sinon, c'est quand même assez compliqué à comprendre. Et ben, en tout cas, c'est vrai que nez bien sec, mais hyper appétant, hyper salivant, presque à ce côté, je dirais pas un peu salin, tu vois. Minéral, c'est très Gruner parce que tu as cette complexité de fruits. Alors déjà, tu as ce côté un peu agrume, mais c'est assez fin parce que c'est les arômes vraiment de fruits à noyaux, là, la pêche, sont assez marqués, assez explosifs. C'est un vin qui a vraiment beaucoup d'aromatiques. Ouais. Ah oui, clairement, ça fait partie des vins. Pareil, si tu le présentes à un débutant, il met le nez dans le verre, il ne saura pas forcément te dire ça sent ça, mais il ne peut pas te dire ça sent rien. Ah oui, voilà, c'est ça. On est vraiment sur un vin expressif. C'est vraiment... Je retrouve vraiment le Grüner Veltliner dans ce vin. Ouais. Donc on est sur un vin qui a été un terroir qui a été respecté, travaillé, etc. Et puis j'ai un peu de minéralité en fin de nez qui arrive. Alors, on n'a pas parlé du sol, hein, les sols dans cette région, c'est très alluvionnaire, donc c'est des sols qui ont été modifiés avec le temps, c'est de la sédimentation, donc on est beaucoup sur des losses. Les losses, c'est des particules calcaires, en gros, qui sont venues avec le vent, qui ont été déplacées avec le vent. Et donc ça crée des sables et des limons. Donc les sables c'est très fin, les limons ça va être un peu plus grossier. Donc du coup c'est des bons mélanges entre des sols drainants et des sols qui gardent un peu l'humidité. Donc ça veut dire que c'est même s'il fait très chaud, parce que c'est continental, donc il fait très chaud en été, même s'il fait très chaud, le sol a des capacités de conserver, de garder un peu d'eau en été. Voilà. Tout en étant drainant et éviter le fait que l'eau stagne sur les hauteurs. Okay. L'œuf qu'on retrouve, si je me souviens bien, en France, à Creuse-Hermitage sur la partie nord, et en Alsace aussi Alors, on retrouve en Creuse un tout petit peu, un peu plus en Saint-Jean, au milieu des Saint-Jean. Ok. Voilà, parce que vraiment. justement, il n'y a pas longtemps, j'étais à Creuse-Hermitage sur la partie nord, et l'un des vignerons faisait un blanc sur des sols de l'œuf. Ah oui, alors c'est très bien pour les blancs. Hein. Voilà. Ouais, c'est vraiment très bien pour les blancs. Et oui, la particularité, c'est qu'à Creuse, ça reste un peu dans l'idée, même si c'est pas tout à fait le même sol de l'ensemble de l'appellation, sur Saint-Jean, c'est complètement différent du reste. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est un peu un sol à part. Après, il faut imaginer que il y a beaucoup de l'os, c'est des terroirs à blé par exemple, et puis c'est 10% des sols mondiaux. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu as énormément d'endroits où c'est des losses. Ok. Sauf que quand tu as des losses de qualité sableux, limoneux et profonds comme
comme à Wagram, mais en fait, tu peux faire des très bons vins dessus. En revanche, c'est vrai que ça reste assez limité sur des blancs. D'accord. Voilà. Les rouges donneraient peu de couleur. Voilà, du fruit, peu de couleur. On aura du mal à faire des très grands rouges avec ces types de sols là-bas. Eh ben écoute, moi qui d'habitude je suis pas un grand enthousiaste de tout ce qui est les blancs sur les agrumes, parce que notamment, je l'ai toujours confessé que le Sauvignon blanc, ce côté trop sur les agrumes me dérange. Et ben là, c'est superbe d'équilibre, tendu mais pas non plus trop. Enfin, pas si tendu que ça. c'est pas le vin le plus acide que j'aurais goûté de ma vie, mais il y a une belle amertume derrière. C'est frais, c'est minéral, c'est salin. Beaucoup d'épaules. Alors c'est un vin qui a une attaque qui est très franche. Donc on a l'acidité qui arrive tout de suite, donc qui réveille tout de suite le palais. Mais le vin il prend très vite de l'ampleur. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un vin qui a des épaules, qui a de la rondeur, qui est large. Ce qui peut nous indiquer aussi que c'est un vin qui va très bien aller avec en mangeant, voilà, avec des plats. Et la finale où l'acidité disparaît progressivement et on est sur une finale grasse et longue aromatiquement. Et les arômes qui arrivent, on est vraiment sur des arômes de minéralité, un peu la coquille d'huître, un peu ce genre d'aromatique un peu marine. Ouais, que j'associe moi souvent au côté iodé salin, quoi. Voilà. Alors voilà, c'est un peu salin et complexe à la fois parce qu'on a une rétro-olfaction qui est vraiment très intense. Moi j'adore. En revanche, je dirais que on va vraiment pouvoir s'amuser à essayer de voir les plats qu'on va pouvoir mettre avec. Moi, c'est mon grand classique sur des vins comme ça, je le sors tout le temps comme accord parce que j'adore, mais filet mignon de porc à la moutarde. Bah oui, par exemple. Quoique avec la moutarde en ce moment c'est compliqué, mais. Ah oui, c'est compliqué. En revanche, on peut là on s'éclate sur les fromages. Tu mets un fromage de chèvre, là t'es vraiment sur un accord très intéressant. T'en as pas là qui te reste au frigo? C'est possible. Alors, non, mais ma fille adore le fromage de chèvre, donc du coup on en a toujours un petit peu. Mais moi je suis pas fan. Mais... Ouais. Ah oui, c'est vrai, toi t'es pas très fromage. Donc avec du fromage, j'ai envie de dire, c'est un peu l'accord qu'on fait souvent, le blanc avec le fromage. Est-ce que tu aurais une petite idée qui te viendrait comme ça, avec ce côté salin, tendu, fruits blancs? Est-ce que tu le verrais envoyer sur quel plat tu le verrais l'envoyer par exemple? Je le verrais bien envoyer sur un plat végétarien. Par exemple, ouais. Une sorte de salade de légumes crus avec des pignons de pain. Ouais. Donc j'y avais réfléchi. Alors, voilà, carpaccio de betterave shoga, carpaccio de carottes très fines macérées, etc. Donc quelque chose sur le croquant et sur le côté très très légumes. Mais mélange avec des légumes un peu sucrés, tu vois, comme la carotte macérée, qui peuvent amener une aromatique plus fruits que légumes. Ouais. Voilà. Et tu vois, moi je me disais, ou autrement, quelque chose, je le verrais bien le confronter face à de la crème, parce que justement je trouve que souvent le côté tranchant de l'acidité va bien contrebalancer le côté du gras, je trouve, personnellement, quand je mange, tu vois, genre des vols au vent. Ah oui, alors c'est très intéressant parce qu'en fait, comme ça... on parle de deux façons d'accorder les vins différentes. C'est vrai que moi je vais aller, dans ma réflexion, j'allais un peu à contre-courant du gras. Ouais. Pour mettre quelque chose qui accorde l'aromatique, et toi tu penses au contraire à accorder ce volume. Voilà. Ouais, sur les accords, je suis plus en général à réfléchir sur la structure que sur l'aromatique. Ouais. Et donc du coup, aussi intéressant. Alors le vin a l'avantage de pouvoir s'accorder quand même avec pas mal de choses. Oui, il y a un côté très passe-partout, on va pas se mentir. Il y a quand même un côté très passe-partout. Il y a que, tu vois, genre des poissons blancs bien fins, le côté amer derrière, je suis pas sûr que ça se... Tu vois, on dit souvent blanc poisson. Là, je suis pas forcément très convaincu, tu vois, sur une saule-meunière ou un truc comme ça. Alors non, sur une saule-meunière, je suis d'accord avec toi. En revanche, tu peux très bien faire ça avec une truite au four. Ouais, mais c'est déjà des trucs un peu cuits, fumés, tu vois, qui donnent avec des poissons avec une belle chair aussi, donc. Voilà. Alors après, voilà, c'est le saule-meunière, c'est très fin. J'irais pas forcément sur le côté agrume, le côté un peu acidulé avec une saule-meunière. J'irais plutôt sur quelque chose le chablis qu'on avait fait la dernière fois, par exemple. Ouais.
plutôt sur ce genre de vin. Eh ben écoute, après m'avoir bien mis l'eau à la bouche, on va lui donner le temps de s'ouvrir un peu. Et puis comme ça, on va revenir et puis voir si ça aura évolué d'ici 20-25 minutes, le temps qu'on fasse la première partie sur le rouge. Nous sommes de retour sur le vin blanc, sur le Gruner Veltliner Wagram 2020 de chez Fritsch. 2021. Pardon, de 2021 de chez Fritsch. Du coup, avec l'ouverture, avec aussi 2-3 degrés en plus, qu'est-ce que ça t'inspire maintenant au niveau du nez? Eh ben, maintenant je trouve qu'il y a un côté avec une petite sucrosité au nez. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose qui était plus de l'ordre des agrumes avant. Là, on part sur un tout petit poil un peu plus exotique. Ah ouais, moi j'ai le côté très abricot, tu vois. Ouais, alors du coup c'est assez marrant parce que ce côté acidulé là qu'on avait un peu au départ qui me faisait saliver, je l'ai plus. Alors est-ce que le corps s'est habitué, la dégustation fait son effet et que là le corps est préparé? C'est possible, mais je trouve aussi que l'aromatique a changé un petit peu. Ouais, l'aromatique. C'est pas énorme, mais c'est intéressant de pouvoir en parler. Ouais, tu vois, moi j'ai un côté beaucoup plus gras et fruits jaunes qui vient d'apparaître maintenant au niveau de la dégustation, alors qu'avant, effectivement, c'était sur des petits agrumes, des fruits blancs, de côté citronné. Là, je trouve que le vin a pris une nouvelle dimension. La bouche est restée la même. Avec, après plusieurs verres de dégustation, j'ai l'acidité qui est beaucoup moins marquée. Ouais. Effectivement. Le corps s'est habitué. Et là, on est vraiment face à un vin qui a du gras, qui a de la densité, qui a un côté très gourmand. C'est vrai. C'est vraiment le vin un peu passe-partout qui va très bien aller en apéritif. Voilà, qui conviendra à la fois des gens qui aiment bien des vins secs, mais à la fois aussi des gens qui aiment bien le côté un peu vin sucré. Parce qu'on a un côté un peu sucrosité, et limite peut-être qu'il y a un tout petit peu de sucre résiduel dedans. Je soupçonne le tout petit peu. Alors, parce qu'en plus on est à 12,5, donc... Ouais, ce tout petit peu est quasiment pas perspectible, mais je suspecte que ce petit gras soit un peu de sucre résiduel. Sachant que dans les vignobles germanophones, il y a une certaine tendance justement à laisser du sucre résiduel dans... C'est un grand classique, on va pas chercher les derniers sucres, donc du coup c'est un grand classique, mais ça reste une supposition. Donc, même quelqu'un qui va aimer les vins secs, ça reste sec quand même. Hein. Voilà. On est sur vraiment du tâtonnement, c'est vraiment limite perceptible, quoi. Bah écoute, très honnêtement, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à rajouter que toi, parce que je suis entièrement d'accord qu'on a on a beaucoup moins ce côté acidité, on est plus allé sur le gras, sur le côté ample. Je trouve peut-être que ça manque d'une pointe de longueur en finale, c'est le seul petit défaut que j'aurais peut-être à faire, mais pour le reste, super découverte, et comme tu dis, vin passe partout, quoi. Ah oui. Ça se fait en apéritif, ça se fait sur une entrée, ça se fait sur... Alors à boire bien frais. Oui, justement, j'aurais plus tendance à le boire justement plus frais que... Parce que là, il est peut-être à 12-13, et je le conseillerais plus à 9-10. Voilà, on pouvait parler sur d'autres podcasts, on a fait le Chablis. Chablis frais, mais non. Voilà, enfin, mais non, ça veut dire vous le sortez du frigo, vous le goûtez, mais vous le remettez pas au frigo. Ça, c'est le type de vin où vous le sortez du frigo, vous servez, vous le remettez au frigo. Ouais. Voilà. Je ne peux qu'acquiescer. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette superbe découverte autrichienne. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aime bien quand on part justement un peu à l'étranger, parce que autant les vignobles français, entre Vinstache plus les précédents podcasts, il y a souvent... on a moins à faire la présentation, et là j'ai trouvé ça très intéressant. Mais pour le coup, on va revenir en France pour le vin rouge, juste après ce petit jingle. Le mec, pourquoi il est en France? Pourquoi? Ben, je vais te le dire, mon pote, parce qu'en France, on bouffe bien puis qu'on boit bien. Voilà, c'est sûr, avant couscous, un bon c'est Ibrahim, je te dis que ça, mon frère. Eh bien, après être parti en Autriche, nous revenons dans un vignoble plus terre-à-terre, puisque nous allons aujourd'hui... je vais te laisser nous dire, Charles, qu'est-ce que tu nous présentes comme vin rouge aujourd'hui? Alors, je présente un vin
d'appellation Côtes-du-Rhône, du domaine des Gravennes à Suze-la-Rousse. Ouais. Pas très loin dans la Drôme. Alors dans la Drôme, en effet, alors sud de la Drôme. Hein. Ouais. Voilà. Drôme provençale. Voilà. Et j'ai sélectionné la cuvée Marie-Louise sur le millésime 2020. Donc, voilà. Côtes-du-Rhône. Je voulais faire un peu une petite ouverture, comme je disais avant off à Charles, sur le fait qu'aujourd'hui, c'est une appellation absolument démesurée en termes de taille, puisqu'elle est présente sur près de 171 communes, et qu'en fait, très souvent, il y a une déformation dans l'imagerie populaire qui consiste à dire les vins des Côtes-du-Rhône, alors que dans la réalité, en fait, c'est les vins du vignoble du Rhône, avec l'appellation Côtes-du-Rhône, mais c'est vrai qu'elle est tellement massive, tellement répandue, que c'est rentré dans le vocabulaire commun. Appellation qui autorise plus d'une vingtaine de cépages. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que on peut avoir des styles très disparates sur les Côtes-du-Rhône. Alors évidemment, c'est souvent des Grenache, Syrah, Mourvèdre, etc. Mais entre les différences de latitude, les nombreux cépages, en Côte-du-Rhône peut avoir vraiment des styles très différents. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la cuvée que tu as présentée? Et puis on présentera aussi le domaine après, pendant qu'on y est. Allez, domaine des Gravennes. Sur les Côtes-du-Rhône, alors, comme Loïc disait, les Côtes-du-Rhône, ça veut tout et rien dire. On peut avoir des Côtes-du-Rhône de très gros volume, de mauvaise qualité, comme on peut avoir des Côtes-du-Rhône d'un niveau incroyable. Ça, tout dépend le vigneron. C'est souvent le cas, mais c'est vraiment exacerbé sur cette région. Domaine des Gravennes, c'est l'exemple parfait d'un petit domaine familial qui a vraiment voulu rapidement faire des vins de terroir dans le respect de la nature et qualitatif. On a sélectionné la cuvée Marie-Louise parce que en termes d'encépagement, c'était très original et on va dire c'est vraiment le cœur du domaine. C'est ce que le domaine veut. Enfin, c'est là où je ressens l'envie du domaine de faire de grandes choses. Et on est sur un assemblage de 50% de Mourvèdre et de Grenache et de Syrah. Donc du coup, c'est... Alors, Grenache-Syrah, on est vraiment sur le classique de ce qu'on peut trouver en Côtes-du-Rhône. En revanche, Mourvèdre, à cet endroit des Côtes-du-Rhône, il n'y en a quasiment pas. Alors justement, attardons-nous sur ce cépage dont je suis un fan absolu, puisque je vous spoil un peu, mais donc là il y a la sélection de rentrée foire au vin de septembre, mais j'ai déjà fait ma sélection pour novembre, et l'un de mes plus gros coups de cœur sur millésime bio, c'était un 100% Mourvèdre. Mais c'était, pour le coup, je dévoile pas encore le nom, mais c'était en Roussillon. Voilà, voilà. En fait, ça veut un peu tout pas dire. Plus bas, quoi. À ce niveau de latitude, on a très peu de Mourvèdre parce qu'il n'arrive pas à mûrir. Est-ce que tu peux nous retracer un peu l'histoire du Mourvèdre, ou tu veux que je le fasse? J'ai checké un peu mes notes hier. Je vais donner mon avis sur le Mourvèdre et je te laisserai avoir le côté un peu plus technique. C'est plus histoire en fait, c'était simplement pour dire que c'est un cépage venu d'Espagne. Voilà, c'était plus par rapport à ça. Pour moi, le Mourvèdre, j'ai toujours appris et entendu parler du cépage qui ne pouvait mûrir que s'il voyait la mer. En gros, il est bien quand il est à Bandol. Voilà. Ah bah, c'est le cépage emblématique de Bandol. Il est très bien à Bandol, hein, ça on peut pas lui enlever. Et en revanche, dès qu'on allait un peu plus dans les terres, il avait tout de suite plus de mal à arriver à une bonne maturité. Alors dans le cas du domaine des Gravennes, c'est des vieilles vignes. De 50 ans, c'est ce qui m'était... C'est un sol qui permet aussi assez drainant, qui permet au Mourvèdre d'être bien, et surtout le travail du vigneron a des petits volumes, donc ça permet de concentrer vraiment le raisin. Il peut arriver à une bonne maturité à cet endroit-là. Oui, parce que des notes que j'avais prises justement sur le Mourvèdre, et toujours le dictionnaire encyclopédique des cépages de Pierre Gallet, où il disait, donc lui il a vraiment une approche d'ampélographe, où il expliquait que justement c'était des maturités très tardives. Ah oui. Parfois début mai, même en Provence. Donc besoin de beaucoup de soleil pour mûrir, et justement là où il me semble très intéressant, c'est pour le dérèglement climatique.
parce que vu qu'il débourre de manière très tardive, ça fait que justement c'est un cépage qui a besoin de chaleur et de soleil. Il me semble, à mon sens, plutôt adapté pour les nouveaux enjeux. Et justement, d'après les statistiques que j'en avais, il est passé de 618 hectares en 1958 à 9189 hectares en 2011. Donc il a quand même multiplié par un peu plus de 15 fois sa superficie en seulement 60 ans. Cépage iconique de Provence et de Bandol qui donne des vins puissants, alcooleux, mais qui mettront beaucoup de temps à s'assouplir. Mais comme je le mettais en note, mais alors putain, le Mourvèdre, quand ça goûte bien, c'est le paradis. Ouais, c'est super bien. Alors après, on n'en verra peut-être pas des dominantes à l'avenir. C'est pourtant un cépage qui va bien résister au changement climatique. Mais c'est des vins qui nécessitent des potentiels, de la garde presque extrême. Ouais. Quand c'est 100%, souvent. Voilà. Là, 50% avec un peu de Grenache et un peu de Syrah. La Grenache et la Syrah vont arrondir tout ça et vont donner un vin qui va pouvoir être consommé dans la jeunesse. Attention, moi j'ai des magnums de ça dans ma cave. C'est dodo, au revoir, rendez-vous dans 10 ans. Mais ça reste des vins accessibles dans la jeunesse. Ouais. On parlera des accords en mai et vins. Ça va être quelque chose d'assez sérieux avec des amis de la forêt. Mais, oui, mais on peut quand même le boire. Quoi. Tu nous parlais d'accords végétariens tout à l'heure. On sera peut-être plus forcément dans le même registre. Non, là il va falloir du poil. Ça va être un peu plus carnassier. Voilà. Eh ben écoute, j'ai hâte de goûter ça. En tout cas, des autres petites notes que j'avais prises, j'avais fait un copier-coller du site qui disait « Entouré de lavande et de chênes truffiers, le domaine des Gravennes se situe au cœur de la Drôme provençale, sous le regard protecteur du château de Suze-la-Rousse, un terroir exceptionnellement généreux et propice à la culture biologique et à l'élaboration de jolies cuvées. » Alors, Drôme provençale, il y a quelque chose qui me marque, moi, dans cette région, quand je goûte les vins. C'est l'influence de la nature autour dans les vins. Donc, c'est une région où il y a énormément de lavande, énormément de chênes truffiers, ça va ensemble, de toute façon. Hyper préservé. Voilà. Et en fait, les vignes, on a souvent des grandes étendues de vignes, mais on a aussi souvent des petites parcelles à des endroits précis. Il y en a un peu de lavande. Voilà. C'est très éclaté ? C'est très éclaté. Alors, il y a des endroits où c'est vraiment très bien planté, parce qu'on a souvent des failles, il y a des endroits propices à la culture de la vigne, mais on a aussi, voilà, comme le domaine des Gravennes, on a un peu de forêt autour, des champs de lavande, etc. Et justement, cette lavande, elle va un peu parfumer les vins. Un peu. Et donc, du coup, on retrouve... Oui, parce que le raisin est un catalyseur de son environnement. Voilà. On retrouve souvent, quand on fait des dégustations... précise, c'est un peu ces touches-là de lavande et le Mourvèdre au vieillissement. Alors, surtout dans des terroirs comme ça où il y a des chênes truffiers pas très loin, et possiblement avant, il y a déjà eu des chênes truffiers à cet endroit-là. Qui étaient implantés avant la vigne. Bon, oui, parce que c'est souvent une rotation. Ça veut dire que quand la vigne va être trop vieille, on va l'arracher, mais on va planter des chênes truffiers à la place. D'accord. Et la lavande qui est à côté, on va l'arracher, on va planter de la vigne à la place, etc. Donc il y a souvent des rotations, il y a des domaines qui font toujours ça. D'accord. Et du coup, on a cette influence, le sol a une mémoire, et on a cette influence. Et donc du coup, dans cette région-là, on a ces marqueurs-là. Si je m'amuse à faire vieillir ce type de vin, c'est pour avoir la truffe à un moment. Ouais. Voilà, c'est pour que je sente la truffe dans le vin. J'adore sentir la truffe dans le vin. En revanche, c'est au bout de 10 ans, c'est au bout de 20 ans, c'est de la patience. Tout simplement. Qui se récompense. Et je propose qu'on goûte du coup cette cuvée. On a fait un petit débat basket en off en attendant de laisser le vin se réchauffer. Du coup, au nez, à la dégustation, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, c'est en finesse. On est sur un vin qui nécessite impérativement d'être carafé. Voilà, déjà, on a un peu de réduction au départ, donc on est vraiment sur un vin avec une grosse densité, une grosse profondeur. On rentre dans la catégorie des vins puissants. Oui. Sur tout ce qu'on a fait depuis le début, je pense que c'est le vin le plus puissant qu'on ait dégusté. J'ai pas de souvenir d'avoir quelque chose qui soit encore plus complexe que ça. Peut-être le château de la Selve en Ardèche, c'était quand même assez puissant, j'avais le souvenir. Alors pour moi c'est encore le niveau du dessus là. Ouais. Mais c'est vrai que oui, par exemple la dernière fois c'était un château neuf du Pape, mais qui était dans un style moderne et très fin, très souple, très fruit. Donc c'est vrai que là il y a
Je l'ai goûté juste avant et c'est vrai que je l'ai encore en bouche, quoi. Donc là, et il est frais. quelque chose de très très sérieux en termes de puissance, mais on n'a pas une structure tannique qui sature. Voilà, c'est vraiment le vin, la matière du vin en lui-même qui va donner cette puissance. Mais ça reste digeste. Mais avant d'attaquer peut-être directement sur la bouche, je propose qu'on fasse de manière un peu scolaire et qu'on revienne sur le tartinet si ça te dérange pas. Non, mais il n'y a pas de problème, c'était juste pour étayer tout ça. Mais tu me spoil la suite. Ouais. Et ben, le nez, c'est beaucoup de finesse, on est vraiment sur des arômes qui ont peu de fruits. C'est la garrigue. C'est le côté herbacé. Ouais, très végétal, moi, c'est ce que j'ai eu. C'est les épices type poivre noir. Vraiment beaucoup de complexité sur cette gamme aromatique. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire, moi, au premier nez, végétal, poivre noir, et puis un joli cœur de fruits rouges, mûrs et une certaine concentration au niveau du nez. Mais une robe très fine. Malgré tout, tu vois, pas à la Pauillac avec on a la densité. Le Mourvèdre est peu colorant et peu teinturier, je crois. Ouais, on a surtout, je pense, une extraction qui est très maîtrisée. D'accord. C'est-à-dire que le vigneron, bah, il sait que ça peut devenir imbuvable s'il l'extrait trop, et donc il fait des extractions très douces. Mais rien que ça crée un vin avec de la puissance. Ah oui, non, c'est clair que le nez est d'une certaine opulence, dirais-je. Voilà, alors, dirais-je dans un vocabulaire un peu évolué, voyez-vous. On a attendu quand même 5-10 minutes dans le verre avant de pouvoir se lancer dans la dégustation. Déjà parce que je l'avais servi trop frais. Tu l'as servi un petit peu frais, donc peu d'arôme au départ, donc un vin un peu fermé. Là, ça s'ouvre. Ouais. La réduction est partie aussi. La réduction est partie. Donc voilà. Carafage obligatoire pour vraiment profiter pleinement du vin. Alors en bouche, on a un vin qui a une attaque vraiment très dynamique sur la rondeur, sur la puissance. On sent quand même le côté chaleureux. On a l'alcool qui fait son travail tout de suite, sachant que cet alcool, on ne l'a pas du tout perçu au nez. Ouais. Ça, c'est très important pour moi. J'ai du mal avec les vins type 100% grenache où l'alcool n'est pas forcément très intégré. Là, au contraire, c'est vraiment intégré, mais on a quand même de l'alcool. Ouais, on la sent quand même. Quand j'ai mis le nez, j'ai senti quand même qu'il y avait un côté alcooleux. Mais ça, c'est très intéressant, justement, pour la suite. C'est que en fait, ça porte le vin. Ouais. Donc, le vin, il a un côté diffusant, donc le dynamisme de l'attaque. Après, ça diffuse et ça crée cette complexité qu'on a en bouche assez impressionnante. On reste sur la même gamme aromatique, ça veut dire qu'on va avoir peu de fruits, oui, mais qu'on va vraiment avoir ce côté ronce, garrigue derrière qui prend beaucoup de place. Ouais, je vais pas te mentir, moi la première dégustation sur les premières impressions qu'on a au bout de 15-20 minutes, c'est que clairement a du potentiel, mais encore très jeune et qui a besoin de temps pour vraiment offrir tout ce qu'il a à offrir. Alors exactement, donc on est sur à la fois un vin où il faut vraiment manger avec, on va parler des accords juste après parce que c'est vraiment le cœur de ce qu'il faut retenir de ce vin là, et après le potentiel de garde est énorme. Alors niveau accord, tu l'envoies avec quoi? Alors niveau accord, là faut être sérieux. Faut être sérieux. On a fait ce vin au mois de septembre, c'est pas pour rien. Les champignons sont censés arriver, je dis bien sont censés arriver. Oui, parce que là, il va faire 32 degrés aujourd'hui encore, mais... On n'est pas sûr qu'ils y arrivent quand même. Mais on est censé être dans la saison du champignon et de la chasse. Donc là, ce que je vois, moi, c'est un rôti de sanglier. Voilà. Tout simplement. Enfin, faut à la gauloise. Voilà, faut être sérieux. Une grosse cocotte en fonte. Le cuisseau de sanglier à l'intérieur en mode un peu gigot d'agneau, 7 heures, mariné à la base avec un peu d'eau au fond du plat. À côté, on fait une petite poêlée champignons, échalotes, etc. Est-ce que le côté végétal de ce vin va pas aller se confronter justement au côté un peu végétal du champignon, si je puis dire? Je sais pas trop comment l'exprimer. Oui, mais il faut, si on veut vraiment réussir l'accord, il faut faire parler les herbes. Ouais. Ça veut dire que là, tu
tu prends du laurier, tu prends du thym, tu prends du romarin, tu fais un mélange un peu de tout ça, et c'est là où on va pouvoir rentrer dans un plat d'une puissance qui pourra être amené par ce vin-là. Mais c'est vrai que en même temps que je t'écoute parler, je suis en train de réfléchir, mais des vins qui ont quand même qui ont de la puissance et de la structure, sans être non plus dans le trop. Niveau accord, c'est vrai que quand tu réfléchis, autant la cuisine de nos grands-pères et de nos grands-mères, justement, c'était très tout ce qui était plat en sauce, gibier, etc. Aujourd'hui, sur une cuisine plus moderne, tu vois, je me dis, c'est pas un vin de tous les jours, parce que ça a besoin de répondre en face, quoi, clairement. Ah oui, ça a besoin de répondre en face, et puis ça a même besoin de plats, même pas forcément en sauce. Parce que les plats en sauce ont tendance à affiner la viande, à l'attendrir. Ouais. Là, la recette un peu que j'ai donnée, ça va pas du tout attendrir. Ça va améliorer la puissance du sanglier. Donc, c'est complètement... je vais quand même dans l'extrême en termes de plat, mais il y a vraiment besoin. Alors là, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a de l'élevage en bois dans ce vin, mais alors on le sent pas du tout. On sent que ça a dompté un peu le vin, mais alors il y a zéro arôme d'élevage. Ah non, là j'ai pas les notes boisées qui ressortent, ou le côté noisette grillée, des choses comme ça, quoi. Voilà, on est vraiment sur un vin qui est pur, avec beaucoup de pureté, et qui a pas ce côté suave, un peu limite écœurant parfois du bois, et qui, dans ce cas-là, irait sur d'autres accords. Non, par contre, tu vois, je trouve qu'il y a un côté très juteux et une certaine sucrosité aussi, mais pas justement la sucrosité du trop, du côté écœurant, quoi, tu vois. Je trouve qu'il y a une belle sucrosité de fruits qui me donne, tu vois, un peu comme quand tu as des confitures qui sont en train de se préparer, tu sens ça dans les airs, ça te donne faim, quoi. Ouais. Mais sans être dans le trop non plus, je trouve, dans le côté compoté, quoi, tu vois. C'est pas toujours facile à poser des mots sur des ressentis, mais en tout cas, c'est l'impression que ça me fait. Écoute, je propose qu'on lui donne peut-être encore un peu de temps pour s'ouvrir et voir ce que ça va donner. De toute façon, il est en carafe, donc on a qu'à attendre un peu. C'est ça, dans ta superbe carafe Riedel. Donc, nous sommes de retour sur la cuvée Marie-Louise 2020 Côte-du-Rhône du domaine des Gravennes. La petite réflexion que je te faisais juste avant qu'on reprenne, c'était de te dire, ça mériterait qu'on attende au moins 1 heure. Alors oui, là, j'avais dit, il faut le carafer impérativement. C'est limite, il faut l'ouvrir le matin pour la boire le soir. Voilà. On est vraiment sur ce style de vin. Donc, à la maison, vous carafez, vous attendez 1 heure, avec un petit chose qui cache le haut de la carafe, là. C'est ça. Pour pas qu'il y ait de l'oxygène qui rentre trop. Et voilà, et vous le servez à une température de 18 degrés. Voilà, on est sur des vins d'automne, d'automne, voire hiver. Donc, du coup, c'est pas des vins à boire frais. Voilà. Là, on est vraiment sur des vins à boire chambrés, c'est un grand mot, mais voilà, 18 degrés, 18-19, on est bien. C'est là qu'il se développe le mieux. La bouche, elle s'est quand même vraiment affinée. On est vraiment sur un côté velouté maintenant, qu'on avait un peu moins avant. Le côté, c'est soyeux. C'était un petit peu plus dur, mais cette dureté, c'était le manque d'ouverture dans un sens. Et là, on arrive vraiment sur un vin avec beaucoup de rondeur et de délicatesse. Ça reste puissant, mais c'est pas du tout agressif. Ah oui, non, très, très soyeux, très velouté, on avait justement... le tanin était un peu plus dur à l'ouverture, et alors là, clairement, on sent que, comme tu dis, ça s'assouplit. C'est ce que tu me disais. C'est ça. En revanche, l'avantage qu'on a sur le nez, c'est que là on a le côté mûr sauvage qui est arrivé. Donc le fruit... le fruit bien noir. Prend sa place. Cassis, des choses comme ça. Voilà, le fruit prend sa place parce que le vin lui laisse de la place. Et donc du coup, c'est le temps que le vin s'ouvre, se mette à l'oxygène, que ce fruit peut arriver. Donc, pour ne pas passer à côté du vin, on peut vraiment parler de ça, il faut carafer 1 heure. Voilà. Ouais, parce que justement, c'est un peu la frustration que j'ai, entre guillemets, c'est que là, je le goûte. Et je me dis, il faudrait qu'on puisse regoûter ça d'ici 45 minutes. Et là, on aurait vraiment... c'est ça. Alors, aussi des contraintes de temps et des contraintes professionnelles. Quand je vends du vin et que j'ai le client en face de moi, que je lui dis de carafer, il me dit, j'ai pas de carafe. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de carafe, vous trouvez n'importe quoi qui fasse office de je transfère, quoi. Vous avez un pichet d'eau, des choses comme ça, le pichet d'eau, c'est une carafe. Même un pichet de Ricard, ça peut fonctionner. Donc vous prenez n'importe quoi, ça passe.
C'était le plus important. Mais ouais, non, ça demanderait une grosse ouverture et en tout cas, ouais, gros potentiel. Typiquement, le genre de qui tu la laisses dormir dans ta cave, tu disais pendant 10, 15, 20 ans. Ah ben là, vous l'oubliez, si vous l'avez vraiment oublié, vous ne serez pas déçu au retour. Hein. Voilà. Là, c'est typiquement le vin, il faut vraiment le préparer dans la jeunesse, et que si vous le buvez dans 10-20 ans, ça sera merveilleux. Eh bien, en tout cas, je te remercie pour ces 2 sélections. C'est donc la Podstage boîte numéro 9, si je me souviens bien. C'est notre 10e épisode, notre barre symbolique qui est passé. On vous remercie d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter. On revient normalement au mois de novembre avec une nouvelle sélection. Et puis, écoute, je te remercie beaucoup, Charles, de t'être donné à ce jeu une nouvelle fois. Avec plaisir. Il faudra qu'on enregistre novembre avant la naissance de mon 2e bébé. Ouais, félicitations par avance. On a déjà des idées pour la suite. Ouais, le blanc, apparemment, c'est verrouillé. Le blanc, c'est verrouillé. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce qu'on dirait pas dans une région que tu connais plutôt bien ? Une région que j'aime bien. Et qui pourrait être un retour aux sources. Eh ben écoute, en tout cas, c'est sur ces bonnes paroles que je vous dis tout simplement à la prochaine fois et que les vins sont à retrouver sur Vinstache la boutique, www.vinstache.com. Au revoir Charles. Au revoir Loïc et bonne dégustation à tous. Merci.